après-midi, on va voir, peut-être qu'on va avoir une autre présentation qui est hors programme, ça dépend du temps qu'on va passer sur cette présentation et la discussion. D'accord? Donc, je vais vous parler des exigences pédoclimatiques de l'olivier. On va parler donc des exigences climatiques, que ce soit par rapport à la température, à la lumière, à la pluviométrie, au vent, et puis passer par rapport à tout ce qui est sol, que ce soit par rapport à sa texture, à sa structure ou les analyses chimiques à effectuer au niveau du sol. Donc c'est des conditions à voir avant de planter un verger d'olivier. Le problème avec l'olivier, ou c'est pas le problème, c'est un des avantages de l'olivier, c'est qu'il présente une adaptabilité qui est très importante, qui est une des adaptabilités qui est la plus importante parmi les espèces fruitières. Donc on va le trouver principalement sous climat méditerranéen, vu que c'est une espèce subtropicale. Il est très bien adapté à ce climat méditerranéen, et ce climat méditerranéen, ce qui le caractérise, c'est qu'on a des saisons qui sont distinctes, principalement deux saisons. Une saison hivernale où on a une baisse de température, et ça c'est un avantage, on va voir pourquoi c'est un avantage pour l'olivier. Et puis de l'autre côté, pendant cette saison, on a aussi une pluviométrie qui est assez importante et qui est concentrée, surtout pendant la saison hivernale. Or cette concentration pendant la saison hivernale, c'est plutôt un inconvénient, et on va voir pourquoi, par rapport au cycle de notre olivier. Et puis on a une deuxième saison qui est complètement à l'opposé de la première, qui est un été qui est très chaud, avec des températures qui sont assez élevées, et généralement sans pluviométrie, ou même s'il y a il y a de la pluie, c'est des orages qui sont sporadiques et qui sont plutôt accidentels. Ce qui fait qu'on va avoir une limitation de la culture de l'olivier à travers le monde, entre deux latitudes, qui sont une latitude 32 au sud, et cette latitude 32 au sud, elle va limiter par rapport aux températures basses, parce que si on descend au-dessous de la latitude 32, on va se retrouver avec des températures qui ne baissent pas, et ça va poser des problèmes par rapport à l'olivier. Par contre, si on monte au-dessus de la latitude 45, on va se retrouver avec des températures qui sont très froides en saison hivernale, et ça va entraîner des dégâts assez importants au niveau de l'olivier. Ce qui fait que si on regarde la carte du monde, on va trouver, ça c'est le 32, latitude 32 et latitude 45. Donc la zone qui est déterminée, on a presque tout le bassin méditerranéen qui se trouve dans cette zone-là. Et puis ça s'étend vers l'ouest et ça englobe pas mal de parties des États-Unis. Donc les deux régions des États-Unis où on voit un développement assez important aujourd'hui de l'oléiculture, c'est en Californie et au Texas. Et puis en allant vers l'est, on a des régions qui aujourd'hui aussi commencent à développer de façon assez importante l'oléiculture, qui sont aussi bien l'Arabie Saoudite, l'Iran, mais aussi en Chine et dans certains États de l'Asie centrale. Donc ça, c'est par rapport à l'hémisphère nord. On trouve la même chose au niveau de l'hémisphère sud, donc avec le Chili et l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Australie, qui sont des nouvelles zones où on commence à avoir un développement et des plantations assez importantes en oléiculture. Donc par rapport au climat, c'est ces zones-là où on a une adaptation de l'olivier au niveau de ces deux régions. On va essayer de voir et comprendre pourquoi l'aire de plantation de l'olivier se situe principalement dans ces régions-là. Donc, si on regarde l'olivier, où est-ce qu'on le trouve, et qu'on a qu'à prendre ici en Tunisie, en passant du nord au sud, on va trouver une plasticité qui est énorme de cet arbre. Donc on va le trouver sur des terrains au nord où on reçoit pas mal de pluviométrie, où on a des sols qui sont assez profonds, et on va le trouver au sud, donc sur des sols qui sont presque squelettiques et avec des pluviométries qui sont très très faibles. Donc on a une remarquable adaptation au milieu naturel les plus difficiles, donc avec une adaptation climatique
et une adaptation pédologique, donc aussi bien par rapport au climat que par rapport au sol. Donc par rapport à ça, ça a permis à l'olivier de valoriser des sols qui sont des sols marginaux, qu'ils sont délaissés, et qu'à part l'oliculture et à part l'olivier, on ne peut pas presque les planter en d'autres arbres fruitiers. Et ça a permis de voir de l'olivier qui est planté dans des conditions qui sont vraiment extrêmes pour des arbres, pour des arbres fruitiers qui peuvent produire des fruits consommables. Et ça, c'est une des raisons du succès de cet arbre, c'est sa valorisation des terrains les plus marginaux. Mais cette adaptabilité et cette faculté de l'olivier à valoriser ces terrains-là ne veut pas dire qu'il est bien adapté à ces terrains-là. Si on veut avoir une rentabilité économique importante, on va chercher à mettre cet olivier dans des conditions qui lui sont favorables et donc faire des observations par rapport aux conditions climatiques et aux conditions pédologiques avant de planter cet arbre-là. Donc ça revient à aller voir, premièrement, on va commencer par le climat. Donc, par rapport au climat, on peut se baser un peu sur l'expérience locale et ce qui se fait au niveau de la région, mais le mieux, c'est d'aller chercher les données météo de la station météorologique locale la plus proche du terrain où on veut installer notre verger. Donc, essayez de recueillir ces données météo dans la zone où on veut planter notre verger, donc à la station qui est la plus proche, et puis recueillir le plus de données possible. Le problème qu'on a généralement en Tunisie, c'est que quand on veut avoir des données météo, et quand on s'adresse donc pour avoir ces données, généralement on a des moyennes qui représentent des températures, si je prends les températures, des températures moyennes ou des températures min et max sur tout un mois, et on a une répartition sur toute l'année. Le problème des moyennes, donc par rapport au climat, pardon, les données dont on a besoin et auxquelles on va s'intéresser, c'est des données de température. On va s'intéresser aux températures basses, mais aussi à des températures chaudes. On va s'intéresser à la quantité de lumière qu'on reçoit. Heureusement, chez nous, ça ne constitue pas de problème. À l'humidité et les précipitations, donc que ce soit les quantités de pluie, leur répartition saisonnière, et puis leur répartition interannuelle, et puis du vent, la vitesse du vent, et s'il y a ou non des accidents climatiques qui peuvent avoir lieu dans cette zone-là. Donc par rapport à ces données qu'on va essayer de recueillir, ce qui est très important par rapport à ces données, c'est que si on va utiliser uniquement des moyennes, c'est une source d'erreur. L'exemple que je cite le plus souvent, c'est que si on prend deux étudiants, on est à l'INAT, donc on a des étudiants qu'on forme, et on prend deux étudiants qui ont une moyenne de 11, si on regarde uniquement la moyenne, on va juger que les deux étudiants sont identiques. Mais on peut avoir un étudiant qui est moyen, que toutes ses notes sont entre 10 et 12, il va avoir une moyenne de 11. Et puis on peut trouver l'autre étudiant qui est excellent dans certaines matières, et il a des 17 et des 18, et puis dans d'autres matières, le prof ne lui plaît pas, ou il a des problèmes avec cette matière-là, et il a des notes de 3 et 4, et si on fait la moyenne, on va se retrouver à 11 aussi. Et donc, en se basant uniquement sur la moyenne, on peut être induit en erreur. Donc, ces moyennes sont trompeuses, et ce qui est très important, c'est regarder des fluctuations qu'on peut avoir au cours du temps. Donc, ces fluctuations, c'est très important par rapport à la température et à la pluviométrie. Donc, d'une année à une autre, quelles sont les différences qu'on peut avoir? Par exemple, par rapport à la pluviométrie, on peut avoir dans une région, et c'est le cas dans pas mal de régions en Tunisie, où on a une moyenne de 200 mm, mais ces moyennes de 200 mm, ça peut être une année où on va recevoir 50, et d'autres années où on va recevoir plus que 300. Ça se produit, cet accident climatique ou cette température qui est néfaste et qui peut être très élevée ou très basse, et on va voir des exemples après par rapport à ça.
Ce qui est aussi important à prendre en considération par rapport à ça, c'est les changements et la vitesse de changement de température qu'on peut avoir. En parlant par exemple de température basse, si on a une température basse qui est négative, qui s'installe très rapidement, elle va avoir un effet qui est beaucoup plus néfaste que si la température basse va s'installer petit à petit. Et donc, comment s'installe cette température basse va avoir aussi un effet sur les dégâts que ça peut entraîner. Et c'est pourquoi il est toujours recommandé de voir dans le détail et pas s'arrêter à des moyennes qu'on peut obtenir très facilement et avoir sur une dizaine d'années ou les 5 dernières années dans une région. Et aujourd'hui, à part l'INM, donc l'Institut national de météorologie, qui est toujours payant alors que c'est un service public et qui considère que donner des données météo pour les agriculteurs, il faut payer pour ça, on dispose de pas mal de sites internationaux qui donnent avec précision et sur des périodes qui peuvent aller jusqu'à 80 ans d'historique, donc des données météo locales en Tunisie. Et donc on peut disposer de ces données de façon assez facile. Je vais traiter juste un cas par rapport et montrer un exemple par rapport à cette moyenne, et par rapport à une notion qui n'est pas extrêmement importante, même si elle est importante au niveau de l'olivier, qui est les besoins en froid. Donc par rapport aux besoins en froid, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce qu'il y a pas mal de questions par rapport à ça, surtout pour d'autres arbres fruitiers, mais on va voir que c'est aussi important par rapport à l'olivier. Donc par rapport aux besoins en froid, on a un calcul, ici on a différentes méthodes, j'ai pris une méthode de Rossareno qui a été mise en place en Tunisie en 1955, et donc si je prends, je divise la Tunisie et différentes régions de Tunisie, sur les 20 dernières années, j'ai trois zones principalement de répartition du froid. Si je prends un exemple, par exemple, le gouvernorat du Kef, si je regarde mon accumulation du froid, elle est de 1059 en moyenne. Donc ça sur une vingtaine d'années. Mais si je regarde en précision, c'est quoi l'accumulation du froid d'une année à une autre, je vais trouver sur, ici, 10 ans, de 93 à 2003, j'ai une variation qui va de 1490 jusqu'à 796. Et donc, si moi j'ai fixé ma moyenne à 1050, j'ai une année, 2, 3, 4, 5, 6, 7 années sur les 10 ans, sur les 11 ans, pardon, ici, où je n'ai pas atteint cette moyenne-là. Mais que il y a 4 années qui ont dépassé, qui ont permis de donner une moyenne qui est comme ça. Et donc moi, si je fais mon choix par rapport à une variété qui est plantée en disant à Al-Kef, j'ai 1050 et je vais prendre une variété qui a des besoins en froid de 1000, j'ai cette année 70% des cas où je vais être en dessous des besoins en froid de cette variété. Et donc mon choix, en me basant uniquement sur une moyenne, n'est pas un choix adéquat et je vais me retrouver avec des problèmes. Et donc c'est pourquoi il faut aller dans le détail. Et là j'ai pris cet exemple aussi exprès pour montrer que même si cette donnée, c'est une donnée qui est calculée sur 4 mois, et donc il y a des chances d'effacer des différences qu'on peut observer sur des journées précises. On risque d'avoir des erreurs en prenant une moyenne. Donc pour revenir au cas de notre olivier, donc cet olivier, il tolère des températures basses, mais sa tolérance aux températures basses dépend à quelle période de l'année. Donc si je suis pendant la période de repos végétatif, l'arbre peut tolérer des températures basses assez facilement. Et cette tolérance dépend aussi de la durée du froid. Ça dépend de la variété. On a des différences entre variétés avec des variétés qui ont une capacité de résistance au froid qui est meilleure que d'autres variétés. Et puis, donc si je commence à regarder de façon assez particulière ces températures, donc si je suis à des températures de -5, de -7, la première chose qui va être touchée, c'est les rameaux, et qui vont commencer à présenter des brûlures qui sont dues au froid. Si la température baisse encore plus, à des températures qui sont un peu plus importantes, à -10 et à -12, je vais assister à la mort de l'arbre,
et l'olivier ne peut pas résister à des températures aussi basses. Il faut se rappeler que c'est une espèce subtropicale et ce n'est pas une espèce de région tempérée. Remarque par rapport à cette résistance au froid, c'est que des arbres qui sont adultes, bien portants, résistent mieux que des arbres adultes qui ont des problèmes, et que des arbres qui sont adultes résistent mieux que des arbres qui sont jeunes. Deuxième remarque, c'est qu'on a démontré qu'il y a une très bonne relation entre la richesse en calcium de l'arbre et sa résistance au froid. C'est que si on a des arbres qui n'ont pas de problème de calcium, ils ont une meilleure résistance au froid que des arbres qui présentent une certaine carence au calcium. Donc, on peut, c'est pourquoi, ça c'est pas des images qui sont assez répandues en Tunisie, mais on peut retrouver de l'olivier dans des régions où il peut y avoir de la neige pendant certains jours. Par rapport à ces températures, on a des besoins en froid pour l'olivier. Ces besoins en froid ne sont pas très élevés, c'est des besoins en froid qui sont des plus faibles parmi les arbres qu'on a en Tunisie. Donc on a à peu près des besoins de 200 heures de froid en dessous de 9 degrés Celsius. Mais ces besoins en froid varient. Première remarque, c'est 9 degrés Celsius, alors que pour les autres arbres fruitiers, on calcule généralement à 7,2. C'est que on a des différences entre variétés. Donc on a des variétés qui ont des besoins qui sont un peu plus élevés par rapport à ça, d'autres qui sont un peu en dessous. Et donc il y a cet effet variété, mais il y a aussi un effet de la charge de l'année précédente. En fait, comment agit la charge de l'année précédente et quel est cet effet des besoins en froid? C'est que ces besoins en froid, on en a besoin pour qu'on ait une induction florale et qu'on ait un départ en inflorescence l'année suivante, donc au moment du débourrement. Et que, comme si on a une charge qui est très importante l'année précédente, l'arbre n'a pas assez de réserve pour entraîner, donc on va avoir deux stress. On a un stress de carbohydrates et aussi un stress par rapport aux besoins en froid, par rapport aux températures. Et donc on risque d'avoir une charge en fruits qui est faible. Par contre, si l'année d'avant était une année sans production, même si on n'a pas accumulé assez de froid, on peut avoir une floraison qui est abondante. Donc c'est pourquoi on a cette relation entre charge de l'année précédente et les besoins en froid qu'on peut observer. Et donc on va avoir un effet de cette accumulation du froid pendant la période de dormance sur la floraison qu'on peut observer sur nos oliviers au printemps. Donc, par rapport à la sélection du site, par rapport aux températures basses, les conditions idéales, c'est se retrouver avec des températures en hiver qui se situent entre 5 et 18 degrés Celsius. On va éviter dans ce cas des problèmes où on risque d'avoir des brûlures sur des jeunes arbres, sur des jeunes branches, ou carrément la mort des arbres adultes si on a des températures qui sont négatives. Mais il y a aussi, en période automnale, si on a des températures et tant qu'on n'a pas récolté les fruits, si on a des températures qui sont négatives, on va avoir des dégâts au niveau des fruits. Et ces dégâts au niveau des fruits vont dépendre énormément du contenu en eau du fruit. Plus le fruit est riche en eau, et plus on va avoir des dégâts qui sont prononcés à des températures qui sont encore moins basses que d'autres. Donc je vais commencer à avoir, si j'ai le fruit qui est très riche en eau, je peux commencer à avoir des dégâts au niveau du fruit à moins 1 degré Celsius. Les dégâts du froid, on peut avoir une brûlure carrément de l'arbre. Ici on a eu des températures qui étaient négatives à moins 5 et on a vu toute la parcelle qui était presque brûlée. On va avoir surtout les apex qui vont être touchés parce que c'est les zones qui sont les moins lignifiées, qui sont encore les plus vertes et donc qui sont les plus sensibles à des températures basses. On peut avoir, si on a des températures très élevées, des craquelures au niveau donc, de l'écorce et donc on va avoir tout le phloème qui va être détruit. Et donc ça va aussi, même si l'arbre n'est pas mort, et il va y avoir une reprise, c'est une porte d'entrée très importante pour pas mal de maladies. Les températures, maintenant on a parlé des températures basses,
on va parler des températures élevées. Juste une remarque par rapport aux températures basses, et pour donner l'exemple par rapport aux besoins en froid, c'est que dans certaines régions du globe, si je prends où on plante de l'olivier, on a toujours une végétation et on n'a pas de floraison. Dans des régions qui s'approchent de la latitude 32. D'accord ? On va avoir une végétation uniquement parce que, justement, on n'a pas assez d'accumulation du froid. Donc les températures chaudes maintenant, l'olivier peut supporter des températures élevées sans beaucoup de problèmes, à condition qu'il soit alimenté en eau. Donc sinon, on va commencer à observer un stress hydrique et que, donc on a la potentialité hydrique et les potentialités hydriques. On a aussi un effet très important de la nature du sol et cette nature du sol, et on en reparlera dans quelques minutes, a un effet très important sur l'enracinement de l'arbre. Donc plus l'arbre a des possibilités d'extraire de l'eau et d'explorer un volume de sol qui est important sans beaucoup de problèmes, plus il va pouvoir résister à des températures qui sont élevées. Donc il peut supporter des températures voisines de 40 degrés et même supérieures parce qu'au niveau de son anatomie, au niveau des feuilles, on a une cuticule qui est épaisse qui va protéger contre les températures chaudes. Et on va avoir des températures qui sont importantes pendant certaines phases du cycle de l'arbre. Donc, pour le développement des inflorescences, les températures qui sont les plus favorables se situent entre 14 et 15 degrés Celsius. Pour la fécondation, et je vais vous présenter des travaux par rapport à ça, pour donc avoir une nouaison, c'est entre 21 et 22 degrés Celsius. Et par rapport à la croissance végétative d'une façon générale, on va avoir une croissance végétative et donc une photosynthèse sans aucun problème, jusqu'à des températures qui arrivent à 35-38 degrés Celsius. Ça, c'est des températures à l'intérieur de l'arbre, donc des températures de frondaison de l'arbre. Donc jusqu'à ces températures-là, on a un développement de l'arbre qui ne pose pas énormément de problèmes. Ces températures, il y a aussi quelque chose qui est très important par rapport à la résistance aux températures chaudes. C'est que si on a des températures chaudes pendant le jour, mais pendant la nuit, on va avoir une baisse de température, ça permet de mieux résister pour l'olivier que si on a des températures chaudes qui vont continuer pendant 24 heures. Et ça va poser problème si on a des températures chaudes qui vont être en continu, sans qu'il y ait cette amplitude thermique entre jour et nuit. C'est un facteur limitant pour la croissance et pour la production de l'olivier. Donc, une amplitude thermique, plus elle est importante, et plus elle sera efficace au niveau pour notre olivier. Et on peut avoir même des amplitudes de 15 degrés, ce qu'on peut retrouver un peu dans des régions du sud tunisien. C'est quelque chose, si on a une baisse de température, qui est bénéfique par rapport à l'olivier. Autre période qui est importante par rapport à la température et les températures élevées, et c'est une des choses qu'on est en plein maintenant d'observer dans certaines régions de la Tunisie, c'est que si on n'a pas une baisse de température pendant la maturation du fruit, on va avoir des problèmes d'accumulation d'huile et de qualité de l'huile. Et ça, on va avoir un problème avec une augmentation de l'acide linolénique et une réduction de l'acide oléique. Et donc, on peut se retrouver avec une huile qui pose un problème au niveau de sa qualité. Et ça, donc, on a des variations variétales, mais pour une même variété qui est plantée dans des régions où on n'a pas une baisse de température pendant la maturation et dans une région où on a une baisse de température pendant la maturation, ça c'est quelque chose qui est assez important à prendre en considération par rapport à la qualité de l'huile qu'on va obtenir. Pour revenir à quelque chose que je viens de dire, ici, c'est des essais qui ont été faits par rapport à la germination du grain de pollen.
Et donc, si on prend le grain de pollen de la variété Mesquite et on a pris le grain de pollen pour la variété Chetui, on voit que, en fonction de la température, on a une augmentation de la germination du grain de pollen jusqu'à un optimum qui se situe aux alentours de 22 degrés Celsius, et puis, au-delà, ça va commencer à diminuer. Pour qu'on ait une pollinisation, on ait la fécondation et la nouaison, on a besoin de deux choses. On a besoin qu'on ait du pollen qui arrive au niveau du stylet, qu'il y ait une germination de ce pollen, et ça, pour ça, on a besoin de ces températures. Et puis, on va avoir une croissance du tube pollinique pour arriver à faire la fécondation, et cette croissance du tube pollinique va se faire à une certaine température, et il faut qu'elle se fasse pendant une période qui est précise, pendant que les ovaires sont encore réceptifs pour avoir la fécondation. Et donc, si on regarde par rapport à la température optimale pour un développement et la longueur du tube pollinique, on voit qu'on a une température qui est aux alentours de 26 degrés Celsius pour la croissance du tube pollinique. Et donc, ici, c'est des essais qui ont été faits aussi bien sur Mesquite, sur Chetui, sur Picholine, sur Manzani, les I1 et I2, parce qu'on avait deux niveaux d'irrigation. Mais ce qui est important, c'est que, ça c'est le résultat final, c'est qu'on va avoir un effet de la température, et donc une température optimale pour la germination qui est aux alentours de 22 degrés Celsius, et pour une température optimale de la croissance du tube pollinique qui est aux alentours de 26 degrés Celsius. Et ça, c'est des températures dont on a besoin au moment de la floraison pour qu'on ait une très bonne nouaison et une charge en fruits qui est intéressante au niveau de l'arbre. Donc si on résume par rapport à la température, donc on va avoir, on peut descendre en fonction des variétés, en fonction de l'état de l'arbre, jusqu'à des températures qui peuvent être assez basses pendant la période de repos végétatif hivernal, sans beaucoup de dégâts. Au moment du réveil printanier, on va avoir un seuil de température qui est beaucoup plus élevé, donc à moins 5, on va commencer à observer des dégâts si on est juste au moment du débourrement. Le zéro de végétation par rapport à l'olivier se situe, il est supérieur à d'autres espèces fruitières, il se situe plutôt à 9-10 degrés. Donc en dessous, on n'a aucune activité qui est visible et aucune croissance au niveau de l'arbre. Pour le développement des inflorescences, on a besoin de températures qui se situent entre 14 à 15 degrés Celsius. La floraison, l'optimum entre 18 et 19, fécondation 21-22. Si on est à des températures qui sont entre 35 et 38, on va avoir un arrêt de la croissance végétative, et donc l'arbre ne va plus pouvoir assurer une croissance, et si on dépasse les 40 degrés, on risque de commencer à avoir des problèmes. Tout ça dépend de la variété, dépend de l'état de l'arbre, et dépend, dans quelques cas, de sa fertilisation. Et de l'état hydrique aussi, dans pas mal de cas. Donc ça, c'est par rapport à la température. Le deuxième point qu'on va traiter par rapport au climat, c'est la lumière. Je crois que on connaît tous que l'olivier est un arbre qui est avide de lumière. Et il a besoin de pas mal de lumière, et c'est un arbre qui ne supporte pas du tout l'ombre. Il a besoin, en fait, donc, dans les régions où on a l'olivier, on n'a pas de problème énorme de lumière, sauf si on crée nous-mêmes de l'ombrage, hein, par exemple avec des densités qui sont très élevées, et là, il faut faire en sorte et utiliser tout le paquet technique pour qu'on n'ait pas cet ombrage. Sinon, hein, ça c'est le minimum de 2500 heures de soleil par an, c'est quelque chose qui va commencer à concerner dans la zone nord de la Méditerranée, mais chez nous, on n'a pas de problème par rapport à la durée de lumière et d'ensoleillement par rapport à cet arbre-là. Cette lumière, elle est nécessaire pour deux choses. Elle est nécessaire d'une part pour la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est ça qui fait croître l'arbre et qui va donner une production. C'est la machine qui fait tourner l'arbre, et la lumière, c'est elle qui va servir d'énergie pour ça. Et on a besoin de lumière pour qu'on ait une formation de bourgeons, et surtout de bourgeons floraux.
Et c'est pourquoi quand on a un système où on a des zones qui se trouvent à l'ample, on va avoir un effet de dénudement et puis on va se retrouver après une certaine période uniquement avec du bois et sans aucun départ. Et si on coupe et on remet une exposition à la lumière, on va avoir des bourgeons latents qui vont repartir. Et donc cette lumière, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui ne pose pas de façon naturelle des problèmes chez nous, sauf si la pratique de l'homme induit un problème de lumière et d'insolation au niveau de l'arbre. Troisième point, la pluviométrie. Donc, l'olivier se trouve dans des régions où on a une pluviométrie qui va de moins 200 mm dans le sud tunisien jusqu'à des régions où on a 1000 mm de pluie dans le nord-ouest de la Tunisie ou bien dans certaines régions du nord de la Méditerranée. On va avoir des périodes critiques où, pendant ces périodes, si on a un stress hydrique, on aura des effets qui sont très néfastes au niveau de notre arbre. Ces deux périodes critiques où il faut essayer de ne pas manquer d'eau, c'est au moment de la différenciation florale, donc juste avant l'apparition des inflorescences, et au moment de la sclérification du noyau, c'est donc au moment où le noyau commence à être dur. C'est des moments qui sont assez critiques au niveau de la formation, du fruit. Les pluies automnales en septembre-octobre, c'est des pluies qui sont très bénéfiques. Ici, si on parle de conditions non irriguées, qui sont favorables, ils favorisent le grossissement et la maturation des fruits. Le problème par rapport à l'humidité et par rapport à la pluviométrie, c'est que si on a trop d'humidité, on a trop d'eau, on va favoriser le développement de maladies cryptogamiques. Et si ça se passe au moment où on a de la pluie qui va arriver au moment de la floraison, ça va empêcher une nouaison et ça va entraîner une coulure des fleurs et donc une diminution de la charge qu'on peut observer au niveau de nos arbres. Donc ici, si on est à une pluviométrie qui est élevée, on va avoir une défoliation si on a une stagnation d'eau. On va y revenir quand on va parler du sol. Et on a des risques d'apparition donc de maladies d'œil de paon qui peuvent entraîner une défoliation assez importante sur les arbres. L'humidité, elle est différente en fonction du climat et des situations où on se trouve. Si on se trouve au nord de la Tunisie, dans un climat qui est pluvieux, avec une pluviométrie qui est assez importante, 500, 600 mm ou 450 mm, elle peut avoir un effet néfaste en favorisant l'installation des maladies cryptogamiques. Elle va réduire la production et l'aptitude des fruits à cause des problèmes de ces maladies et elle peut entraîner même dans certains cas un vieillissement précoce de l'arbre à cause justement d'un milieu favorable d'apparition de maladies. Par contre, si on se trouve dans un climat qui est beaucoup plus aride, une humidité qui va apparaître va nous aider à diminuer la demande climatique et à avoir un état hydrique au niveau de la plante qui est plus favorable. Et donc cet effet de l'humidité va dépendre dans quelle situation on se trouve et où on a planté notre olivier. Autre facteur qui est le vent. Ce vent, il a peu d'influence généralement sur l'olivier. L'olivier, ce n'est pas un arbre qui craint énormément le vent, même si, quand on plante de l'olivier en brise-vent et on fait des observations, on va trouver des fruits qui sont au niveau de l'exposition, donc les arbres qui sont les plus exposés au vent, on va trouver plus de fruits du côté qui est protégé par rapport au vent que du côté qui est très exposé au vent. Donc même si on admet on n'a pas besoin de planter de brise-vent, il y a quand même un petit effet quand on va planter de l'olivier qui va former un mur pour protéger d'autres arbres ou à notre verger, donc d'autres arbres, ou bien si on est dans des situations en hyper-intensif. Accident climatique. Un des accidents climatiques qui va poser le plus de problèmes, c'est la grêle, qui va poser deux types de problèmes. Des problèmes qui sont directs, donc des dégâts sur la production, sur les fruits, mais aussi des dégâts sur la végétation. Mais c'est aussi une porte d'entrée qui est assez importante pour la tuberculose et donc des contaminations
par des champignons et des maladies. Donc ça, c'est des accidents climatiques qui peuvent poser des problèmes. Donc ça, c'est par rapport au climat. Je vais passer par rapport au sol. Donc, l'olivier, il est cultivé dans des conditions qui sont très diverses. Et on va trouver de l'olivier dans des zones qui sont complètement, des sols qui sont complètement sableux et dans des sols qui sont caillouteux. Mais si on veut être compétitif au terme de gestion et de production, il vaut mieux essayer d'avoir le moins de facteurs limitants pour la production. Or, le sol peut constituer un facteur limitant pour la production de l'olivier. Et donc, pour essayer de comprendre quelles sont les aptitudes qu'on a au niveau de notre sol, ce qui est demandé avant de planter, de prendre la décision de la plantation, c'est faire une analyse du sol. Cette analyse du sol, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va essayer de prendre sur 3 profondeurs minimum qui sont séparées. Donc généralement, on va prendre entre 0,20, 20, 40, 40, 60. On peut aller un peu plus en fonction des cas. Et donc, ne pas mélanger. On va prendre une parcelle qui est homogène, faire 3 trous, et chaque horizon mélanger des 3 trous, mais pas les 3 horizons ensemble. Et donc, chaque échantillon va représenter une profondeur sur une surface qui est homogène. Si notre parcelle présente 2 types de sols, on va la diviser en 2 et faire chaque partie à part. On va envoyer ça à un laboratoire pour faire des analyses de texture, de calcaire, de matière organique, de pH, de conductivité électrique, de capacité d'échange cationique, et puis une analyse chimique au niveau des différents éléments. On va commencer par la granulo, et donc ça c'est le premier résultat que doit nous donner le laboratoire. Ici on a représenté le triangle granulométrique, et donc c'est un triangle, si vous vous rappelez vos cours de sciences du sol, où on a 3 côtés, un qui représente le sable, un qui représente le limon et un qui représente l'argile. Et en fonction de la concentration en ces 3 éléments, on va se retrouver au niveau d'un point de ce triangle, et ça va nous permettre de dire quelle est la texture de notre sol. Et donc, au niveau de l'olivier, il faut essayer à ce que le taux d'argile ne dépasse pas les 40-45%. Et on va voir pourquoi. Et donc, c'est un arbre qui préfère des sols qui sont francs, profonds et fertiles pour avoir un maximum de développement. Et donc, on va se retrouver dans des sols qui sont à caractère plutôt sableux, limoneux, que des sols qui sont à caractère argileux. On va nous donner aussi une teneur en calcaire. En calcaire total, elle ne doit jamais dépasser les 50 à 60%. En calcaire actif, elle va se situer aux alentours de 15. Et un pH optimal qui est compris entre 7 et 8. Et ça pose un problème énorme pour nos sols tunisiens, ce pH. Donc ici, on a 2 arbres jeunes. Ici, on a enlevé les 20 premiers centimètres sur un sol qui est sableux. Et on voit qu'on a un système racinaire qui se développe sans aucun problème, sans aucune contrainte, au niveau des 20 premiers centimètres. Il est irrigué en goutte à goutte. Donc, au niveau de notre arbre qui est planté sur un sol qui est sableux, très léger. Par contre, ici, il est planté sur un sol qui est argileux. On a un problème de drainage qui est assez important et on a un problème de développement des racines. Et ça, ce que vous voyez ici, c'est des racines qui sont complètement mortes. D'accord? Et donc, évitez surtout des sols qui sont asphyxiants, lourds, de type marneux, ou ceux où on va avoir un encroûtement et donc qui vont empêcher une infiltration de l'eau et un drainage de l'eau. Quelque chose d'assez important à faire, c'est essayer de regarder le profil du sol. On peut enlever et pour faire l'analyse, utiliser une tarière, mais on peut passer à côté des choses en faisant une analyse avec une tarière uniquement. Faire un profil avant plantation et même au cours de la vie de l'arbre, c'est quelque chose qui est très riche d'enseignement. Ici, c'est un profil à côté d'un arbre d'olivier. Si on regarde de façon un peu plus précise qu'est-ce qui se passe au niveau de cet arbre, c'est que
on voit qu'on a sur les 40 premiers centimètres un sol qui est plus ou moins bien aéré, qui ne pose pas beaucoup de problèmes. Et puis, en arrivant à 30-40 cm, on a une zone de tassement. En fait, au niveau de cette parcelle, ils sont passés pour faire un butage. Et ils sont passés sur un sol qui était encore assez humide. Et là où est passé le matériel pour faire ce butage, ça a entraîné une zone de tassement à 40 cm. Et cette zone de tassement à 40 cm qui a été créée artificiellement, et sur laquelle on ne pouvait pas s'en rendre compte en faisant juste une analyse du sol, va entraîner des effets qui sont très néfastes au niveau de notre parcelle et sur la vie de l'arbre. L'exemple, c'est ça. Ici, c'est une mesure de la teneur en eau en millimètres par chaque 10 cm de sol. Ça correspond exactement à l'analyse de la photo qui était précédente. On voit qu'on a de l'eau, une teneur en eau qui est très importante sur les 10 premiers centimètres, et puis ça va diminuer de façon assez importante en allant en profondeur. Et en fait, l'eau n'arrive pas à percoler et à passer vers les zones qui sont en profondeur. Du coup, même si on va irriguer avec une petite quantité d'eau où on a une pluie qui n'est pas très importante, on est en train de créer des conditions d'hydromorphie et des conditions d'asphyxie au niveau de notre sol. Et ça va avoir un effet néfaste sur le développement de notre arbre, sur son développement racinaire et sur sa végétation. Et donc, regarder le sol, c'est quelque chose qui est assez important et qu'on oublie souvent parce que c'est un travail qui est généralement assez fastidieux. Pour revenir à ce sol, donc si on regarde les caractéristiques d'un sol qui est jugé adéquat pour l'oléculture, donc on va se retrouver avec, pour de l'argile, entre 5 à 35%, du limon entre 5 à 35% et du sable entre 20 et 75%. Donc ça, c'est une texture qui est idéale pour l'oléculture. Une structure qui est friable, une capacité de retention de l'eau qui est assez importante, mais généralement, si on est sur des sables légers, on va se situer plutôt aux alentours de 30 qu'aux alentours des 60. Une perméabilité, donc une percolation de l'eau au niveau du sol qui doit être assez élevé, un pH entre 7 et 8. Or, généralement, sur nos sols tunisiens, c'est un problème et on n'arrive presque jamais à avoir ce pH. Et ça va poser des problèmes au niveau de l'assimilation des éléments minéraux, des oligo-éléments et des problèmes d'assimilation du phosphore. Donc, même si on a un sol qui est riche en phosphore, avec des pH qui sont basiques, franchement basiques et alcalins, on va avoir un problème d'assimilation de ce phosphore. La matière organique, essayer d'avoir une matière organique supérieure à 1, ce qui pose assez de problèmes. Et puis, au niveau de certains éléments minéraux, donc, comme l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium. Donc ça, c'est des sols qui sont jugés adéquats pour l'oléculture. L'analyse chimique du sol est aussi importante de voir, surtout dans certaines régions, quelle est la concentration en chlore, et elle doit être inférieure à 10 milliequivalents par litre, et le sodium, le contenu en sodium, et le SAR au niveau du sol, sinon on risque d'avoir des problèmes de toxicité au sel. Par rapport à ça, on a fait le tour par rapport à ces exigences qui sont pédoclimatiques, mais il reste autre chose qu'il faut analyser et qu'il faut voir avant de prendre la décision et quel système adopter. C'est donc ici juste c'est quelques photos sur des sols qui sont lourds, assez lourds, sur de l'olivier, et on a une mortalité qui est assez importante parce que c'est un sol qui est hydromorphe. Et là, vous voyez que tous ces arbres, c'est une zone de faible drainage où on a une stagnation d'eau, et sur ces zones-là, on a des risques de mortalité qui sont assez importants, et on peut se retrouver dans des conditions qui sont extrêmes, où quand on va faire un trou, s'il n'y a pas un système de drainage sur certains sols, on va avoir de l'eau qui va arriver au niveau de ce trou, parce qu'il y a un problème de drainage au niveau de cette parcelle. Les sols, ils doivent être aussi exempts de pathogènes qui peuvent infester les nouvelles plantations. Hier, il y a eu des présentations à propos de ces pathogènes du sol. Donc, il faut essayer de partir sur un sol qui soit sain, utiliser du matériel qui soit sain, mais aussi
ne pas planter des cultures comme certaines cultures maraîchères qui peuvent entraîner l'apparition de maladies au niveau du sol. Donc ici, c'est des problèmes de verticillium qu'on peut voir apparaître au niveau des arbres. Ce qui manquait par rapport au niveau de l'analyse à faire au niveau pour notre projet d'oléiculture, c'est une analyse de l'eau où on va regarder la conductivité électrique de notre eau, la résistance, le résidu sec, pardon, le pH, le contenu en sodium, le contenu en chlore, en nitrate, et puis en différents éléments. Le Mg, généralement, on peut se retrouver sur des sols qui sont assez riches en Mg, sur des eaux dans certaines régions de la Tunisie qui sont assez riches en magnésium. Et donc, pour planter, bon, ici la photo, c'est pour dire que partir sur un projet qui soit assez efficace et assez réussi. Donc, il faut essayer de s'entourer de plus de précautions possibles. Il ne faut pas oublier que, donc après ça, c'est qu'on ne va jamais se retrouver dans des conditions qui sont comme ça en Tunisie. Et ça va représenter toujours un pourcentage qui est assez faible au niveau de notre oléiculture. On va se retrouver dans pas mal de cas avec de l'oléiculture où elle est un facteur important. Ça, c'est une diapo que j'ai reprise de Simon Jimsalem qui l'a présentée mardi. Donc, qui reste toujours avec un rôle environnemental qui est assez important, qui est un facteur important d'utilisation du sol, des conservations des ressources naturelles, donc avec des cultures en terrasse dans les régions montagneuses, des adaptations en sol aride, désertique et peu fertile, des occupations de sols fragiles comme unique alternative et de nombreuses surfaces d'oliveraies appelées marginales avec un risque élevé d'érosion resteront quelque chose d'important au niveau de l'oléiculture tunisienne, parce que dans ces zones qui sont assez étendues et qui représentent des superficies assez importantes, on n'a pas d'autre alternative que de mettre de l'olivier, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des productions et on demande des rendements qui sont très très élevés dans ces zones-là. Donc il ne faut pas oublier que ça va avoir un rôle qui est de lutte contre l'érosion et de maintenir au niveau des zones qui sont assez difficiles dans certains cas. Je vais terminer juste par quelques photos. Là, je voulais montrer une carte de la répartition de l'olivier au temps des Romains pour dire que on a, jusqu'à un passé qui est très récent, presque respecté exactement la répartition qu'on a de l'olivier qu'il y avait en Tunisie il y a presque 2000 ans. Et on est reparti sur la même carte qu'on a refait. Donc ici, c'est la carte, la répartition de la culture de l'olivier pendant la période romaine. Et ici, c'est les fouilles qui ont permis de retrouver des traces de moulins et de pressoirs à huile dans l'Afrique antique, au temps donc, où il y avait l'Empire romain en Tunisie. Et puis qu'on va toujours avoir cet olivier qui représente le fond du paysage tunisien avec différents types d'oliviers. Et merci pour votre attention.